en Centrafrique, 3 casse-bleus tués par un engin explosif. Nous allons parler également du Burkina Faso. Ibrahim Traoré, un véritable fils courageux de sa patrie. Ce sont les propos du président du groupe Wagner. Nous restons toujours au Burkina Faso. Manifestation à Ouagadougou contre une mission de la CEDEAO dans ce pays. Et puis Togo, impact de la pluviométrie sur la production agricole. Nos invités sont en place. Kwame Akleso, ils sont consultants et coach en entrepreneuriat et en politique. Bonjour coach, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien Michel. Et bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa. Bonjour à Filmet Teko et bonjour également à mon cher ami de PDP. Et à vos chers amis du Mali. Bonjour Filmet Teko, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche de géopolitique internationale qui porte votre nom. Tout va bien le centre? Bonjour M. Tampa, merci de m'avoir invité. Tout va bien avec la grâce de Dieu. Le centre aussi va bien. Je réponds au bonjour du coach et ami Esso Akleso. Nous avons enfin Achraf Rossama, homme politique du PDP. Le PDP va bien, ça va? Le risque de formation? Oui, le PDP se porte très bien. Nous sommes un parti politique républicain sérieux et conformément à la charte des partis politiques, nous essayons de dérouler notre feuille de route sur tout l'ensemble du territoire. Et vous savez, merci de m'avoir invité et un coucou aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision New World. Et je tiens aussi à rendre hommage aujourd'hui aux universitaires togolais. À chaque fois, je le dis, j'estime qu'il y a une légitimité intellectuelle. Dans ce pays, il y a des travaux scientifiques rigoureux qui sont faits. Et j'attends, nous, au PDP, nous attendons de pied ferme le prochain ouvrage du professeur Kako Mbouko, qui porte sur les enjeux de la mondialisation, parce que c'est un Togolais aujourd'hui qui brille à l'échelle internationale. Et nous pensons inspirer, nous pensons lire ces travaux, nous espérer de ces travaux pour proposer des solutions fiables. Alors, en Centrafrique, 3 casse-bleus blangadais ont été tués et un 4e blessé lorsque leur véhicule a été victime d'un engin explosif dans la nuit de lundi à mardi dans ce pays. Alors, Firmet Teko Agbo, est-ce que cela veut dire, selon vous, que l'insécurité est toujours là dans ce pays? Donc, pour moi, l'insécurité sera toujours présente dans ce pays, puisque les Centrafricains n'ont pas encore trouvé la bonne formule et les Occidentaux non plus ne veulent pas que ceux qui vivent dans une totale sécurité, parce que le jour où ils le décideraient, je pense que ce sera la fin de leur hégémonie sur le pays, parce que autant le pays est dans une insécurité totale, autant il pille suffisamment les ressources du pays. N'oubliez pas que ça fait déjà des années que les Occidentaux, les Nations Unies, les Français sont dans ce pays pour, entre guillemets, contribuer à stabiliser plutôt le pays, mais la solution n'est toujours pas là. Il a fallu que les Centrafricains aient fait appel au groupe Wagner pour qu'une grande partie du territoire revienne au pouvoir central. L'insécurité, il y en aura toujours parce que c'est ce que les Occidentaux ont toujours décidé. En tout cas, il faut s'attendre encore à vivre de pires années d'insécurité du moment où les Centrafricains eux-mêmes ne sont pas sérieux, surtout les premières autorités ne sont pas sérieuses avec elles-mêmes. Et aussi, il y a assez de richesses dans le sous-sol, assez de ressources dans le sous-sol. Les Nations Unies vont en profiter et les Occidentaux vont toujours en profiter. Maintenant, la question se pose en ces termes. Qu'est-ce que les Centrafricains eux-mêmes ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la sécurité. S'ils veulent la sécurité, s'ils veulent vraiment la sécurité, ils vont se comporter comme cela. S'ils veulent la sécurité, donc ils vont chercher à désarmer tout le pays, c'est-à-dire les opposants, le groupe rebelle et tout ça, le remplir d'armes et tout ça, parce qu'en réalité, quand on parle de rebelles, ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les Centrafricains même qui sont là et qui veulent détruire, déstabiliser leur régime ou leur propre pays là. À ce niveau, ce ne sont pas les Occidentaux. Donc le jour aussi, même s'ils sont peut-être derrière, même s'il y a des gens qui sont derrière, mais ce sont eux qui sont manipulés. Il faut que vous acceptiez comme vous manipulez.
manipule. Si vous n'acceptez pas qu'on vous manipule, vous sortez du rang. Les rebelles, ils sont là pour déstabiliser le pays. Mais là, il y a des opposants avec les Bozizé et autres qui sont là aussi avec leur groupe bien armé, qui sont là pour déstabiliser le pouvoir régulièrement établi. Alors, le jour où tous ceux-là parviendront à un accord pour sécuriser le pays, je pense que ce sera le début d'une bonne nouvelle. Alors, l'incident s'est produit alors que les troupes étaient en patrouille sur l'axe Gouye-Botong. Alors, nos questions à vous, Achraf Ourossama, on nous a dit que la situation, surtout sur le plan sécuritaire, est très calme en Centrafrique, mais ces quelques incidents nous prouvent à suffisance que ce n'est pas aussi la grande forme. Non, ce n'est pas vraiment la grande forme. Vous savez très bien que la Centrafrique est dans une situation sécuritaire extrêmement compliquée. Et c'est vrai qu'il y a des forces onusiennes aujourd'hui dans le cadre dans le cadre des missions onusiennes, de la sécurité collective. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a un sentiment de défiance des populations vis-à-vis de ces forces multinationales-là, où les Nations Unies ont du mal vraiment à opérationnaliser les missions dont ils disposent sur le terrain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que il faut revoir la feuille de route des missions onusiennes en Afrique, que ce soit en Centrafrique, au Mali ou dans d'autres pays. Parce que vous avez des missions onusiennes lorsqu'on essaie de dresser le bilan de ces missions onusiennes-là, à l'échelle continentale, on voit très bien que le bilan n'est pas reluisant. Si le bilan n'est pas reluisant, il faut essayer de faire le diagnostic. Pourquoi les missions onusiennes aujourd'hui ont du mal? Quand on parle aujourd'hui le cas de la RDC, les derniers événements, cela montre à suffisance qu'il n'y a pas une confiance des populations rurales. Or, s'il y a un sentiment de défiance, il ne peut pas avoir une coordination des activités des missions onusiennes. Bon, je crois que le chroniqueur l'a dit très bien. Qu'est-ce que les Centrafricains veulent aujourd'hui? Bon, moi, c'est une question, je ne saurais répondre aisément à cette question, mais je crois que c'est l'échec aussi de l'armée nationale. Parce que si l'armée nationale était capable vraiment de maintenir l'intégrité territoriale, qui est une consécration constitutionnelle, je crois qu'il n'y aura pas de force onusienne. Est-ce que l'armée dispose véritablement d'un moyen de faire face à ces rebelles? Non, je ne crois pas que dans la situation actuelle, l'armée centrafricaine n'a pas de moyens. Depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est un pays qui connaît des situations instables. Aujourd'hui, on peut parler même de la déliquescence avancée, même de tous les territoires nationaux. Donc, pour avoir des résultats, il faut une coordination des activités des missions onusiennes en attente avec les populations. Sans cette relation-là, on ne peut pas avoir des résultats. Donc, je crois que ce pays-là connaît une situation vraiment extrêmement difficile. Et c'est vrai, on met toujours des récriminations vis-à-vis des forces onusiennes lorsqu'ils sont sur le terrain. Je veux parler du continent africain. Mais moi, je crois que ces missions onusiennes-là aussi viennent sur le fondement des dispositions extrêmement prévues par la Charte des Nations Unies. Donc aujourd'hui, qualifier les forces onusiennes de forces néocoloniales et tout ce qui va avec, pour moi c'est des clichés. Des forces de maintien de la paix. De maintien de la paix. Donc ce sont des clichés, moi ce sont des avis que je ne partage pas. Je crois qu'ils ont quand même un agenda quand même assez clair, mais sur le terrain, je crois qu'il faut lever un certain nombre d'équivoques sur les missions claires des Nations Unies si on veut vraiment protéger les biens et les populations. Alors, dans ce que Achraf a dit, coach, vous retenez quelque chose. Il a dit qu'il est contre ces propos, justement, contre ces forces qui viennent, si on peut le dire, protéger les populations africaines. En tout cas, elles ont des problèmes dans le pays centrafricain, également en RDC et puis au Mali. C'est vrai, il a dit ça au début, pour finir, il a également dit qu'ils ne sont pas aussi le diable, que la diablerie viendrait au sein même de l'armée centrafricaine. Ils les a innocentés par la suite. Donc moi, c'est que il faut connaître des choses dans cette histoire. Quand on parle des forces onusiennes, souvent ce sont les forces sur place. Ce sont les armées africaines qu'on prenne pour mélanger à quelques armées extérieures ou occidentales. Quand vous voyez la mission au Mali, c'est majoritairement les pays africains qui constituent cela. Peut-être les généraux ou les premiers responsables sont peut-être blancs.
Mais ce sont les Noirs qu'on prend majoritairement quand on est en Afrique. Donc quand les gens parlent de néocolonialisme, tout ça là, c'est pas le cas. Finalement, essaie d'évoquer comment on vient pour piller. Vous voyez, d'abord c'est le pays qui le permet. Si la Centrafrique n'est pas capable de défendre sa population, la faute à elle. Vous avez une nation, vous avez une population, vous avez des fonds. Les responsables centrafricains sont des milliardaires, des millionnaires, ils ont des fonds en Suisse et consorts là. Ils auraient pu utiliser l'argent pour renforcer la sécurité du pays. Et quelquefois, le souci aussi, c'est qu'on n'arrive pas à vendre des armes à ces pays. On a vu le cas de la République centrafricaine, coach Kwame Agressor. Les rebelles sont plus armés que justement l'armée locale. Je dis ça, c'était, il y avait les Balaka, les anti-Balaka, il y a toutes des forces et que l'ONU a décidé qu'on ne vende pas des armes aux gens pour essayer d'éviter de bain de sang. Ouais, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Finalement, essayer de voir, quand on parle des rebelles, ce ne sont pas des terroristes qui viennent sur le territoire. Ce sont des gens qui sont là, les gens qu'on a martyrisés, les gens qu'on a mis à l'écart de la gestion de la chose. Donc, ce sont les gens qui s'étaient fâchés. Puisque vous avez laissé cette phase, ils ont pris le temps de s'armer dès le début. Et eux, ils sont là et ils fatiguent le pouvoir pour qu'on puisse les intégrer. Maintenant, les forces onusiennes ne viennent pas forcément pour tuer des gens. Ils viennent s'interposer pour qu'il n'y ait pas bain de sang. Les forces onusiennes ne viennent pas souvent pour chasser un pays ou bien une population ou bien une faction. Non, ils viennent pour s'interposer. Ils sont là, mais les tueries continuent. Est-ce qu'on peut parler des chefs? Les forces de l'ONU, quand vous lisez bien les règles d'engagement, c'est que c'est quand on leur tire dessus, ils peuvent riposter. Mais eux, ils n'ont pas le droit de tirer sur les gens. Ouais, ils ne peuvent pas. Peu importe ce qui se passe, ils sont des observateurs ou ils peuvent s'interposer. Ils ne tirent pas. Donc, ils n'ont pas pour vocation pour venir combattre soit les rebelles ou soit la police. C'est pas pour ça. Ils sont là. Ils sont là pour maintenir la paix. Ouais, moi, je ne sais pas pourquoi ça ne peut pas réussir ici. Quand vous allez entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y a uniquement que les Américains qui sont là-bas, mais les deux pays ne s'attaquent pas. C'est-à-dire que pourquoi on a pu réussir ça là-bas et on ne peut pas réussir ça? Quand il évoquait par exemple la situation africaine, ça c'est pas, vous allez dans les pays de l'Amérique latine où il y a des problèmes, c'est toujours la même chose. Et j'ai l'impression que ça, c'est l'appétit dangereux des gouvernants de ces pays qui font que ils font des commerces, ils font des business au moment où leurs pays ont des problèmes. Que ça parce que à Centrafrique, il y a de l'or, il y a de diamants, il y a tellement de ressources que tout le monde veut s'en accaparer. Même la Russie, les gens ont crié ici Wagner. Jusqu'à présent, Wagner aussi n'a pas essayé de régler le problème. Et heureusement que nos frères maliens verront que ce n'est pas forcément ça qui peut aussi résoudre le problème. Pour savoir que c'est quand les Maliens décident de régler que ça va. Donc ici, finalement, poser une question. Si les Centrafricains, après c'est leur pays, décident que le pays soit en paix, les rebelles doivent s'entendre avec le pouvoir. Tout ça dans sa passion, on a fait ça en Colombie où les FARC et consorts là, on convergé là une fois avec le gouvernement et on les a intégrés et bon, on a une fois eu la paix pour ça. Donc je pense que c'est cela. C'est possible, ils peuvent le faire. FDC, quand les gens de Kivu et consorts là se tirent entre eux, le blanc n'a jamais pris ce fil pour venir tirer. Il convainc quelqu'un. Or, on ne peut que t'embêter quand tu donnes le flanc de ton cerveau. Donc c'est nos frères. Quand on me dit de tuer Achraf, quand je tue, ce n'est pas celui qui m'a dit de tuer qui l'a tué, c'est moi qui l'ai tué. Parce que j'ai accepté de prendre le fusil. Donc on doit se responsabiliser et s'accuser nous-mêmes. On appelle ça en droit personnel la proactivité. Accuse-toi, tu peux évoluer. Donc on doit voir le cas centrafricain pour dire que si les choses sont ainsi, c'est parce que les centrafricains l'ont voulu. Parce que les mêmes rebelles aussi violent les femmes et consorts là. Et l'armée même fait la même chose. Et il y a tout un fourre-tout là-bas. Donc je pense qu'il faut que l'Afrique se conscientise et demander quelle est notre part de responsabilité dans cette histoire. C'est pas. Parce que je n'ai pas entendu que l'Union africaine en a envoyé comme il le faut. Je n'ai pas entendu que la CEDEAO en a envoyé. On est tout derrière, surtout quand on attend que les blancs financent, qu'on achète les armes. Moi je ne comprends pas. Vous avez un problème chez eux. C'est comme vous avez besoin de médicaments, mais vous attendez que le médicament vienne de notre pays pour être guéri. Ça n'a pas de sens. Il faudra que les Centrafricains prennent à bras le corps le problème et essayer d'éradiquer le mal en s'entendant, en invitant tout le monde à la table de la construction du pays. Et c'est ainsi ça peut aller. Alors, Philbert Ekouabou, ce n'est pas la première fois que les caisses bleues de l'ONU sont tuées par un engin ou des engins explosifs. Est-ce qu'un travail, selon vous, est aussi à faire à ce niveau? Non, j'ai à faire observer deux choses. La première chose, je réponds à votre question.
le problème, c'est ce qu'il faudra faire, c'est une solution de déminage. Parce que c'est comme le nord-est est repris par les rebelles. On a tellement repoussé les rebelles. Donc ils sont maintenant au niveau du nord, du nord-est. Donc ils sont en train de mener, de placer des explosifs un peu partout là. Donc lorsque les véhicules des Nations Unies passent, donc ça tombe sur des explosifs et puis ça explose et puis il y a des morts. Donc il va falloir renforcer la sécurité à ce niveau pour qu'on passe à une politique efficace de déminage. Donc c'est à ce prix-là qu'on peut régler le problème. L'autre aspect, c'est... En une minute. On est déjà passé. L'autre aspect, c'est pour revenir un peu sur ce que le coach a dit. Il parle de responsabilité des Africains. Mais Achraf lui parle de plus de visibilité sur l'agenda des missions onusiennes. Moi, je voudrais simplement dire à nos frères africains que le développement de l'Afrique, la responsabilité nous incombe. Les Occidentaux ne viendront pas développer notre continent, ou les Occidentaux ne nous aiment pas. Les Occidentaux ne viendront pas parce qu'ils nous aiment, ils sont tellement amoureux de nous, et ils viendront nous développer. Ils viennent, sont des commerçants. Ils viennent, ce sont des commerçants. Les Nations Unies se déplacent parce que les Nations Unies savent qu'il y a quelque chose à gagner à ce niveau-là. La diplomatie, c'est comme ça. Quand on parle de la mondialisation, c'est quoi? C'est le libre-échange des services, des marchandises. C'est une question économique. Les Occidentaux viennent, ce n'est pas pour les aider. C'est pour chercher des intérêts. Alors la meilleure des choses, c'est que les Africains, eux, se réveillent et se disent, c'est notre pays. La Centrafrique, c'est notre pays. Qu'est-ce que nous devons faire pour faire développer ce pays-là? Alors, quel type de contrat devons-nous conclure avec les Nations Unies ou avec les Occidentaux pour développer notre continent? Sinon, on se dit là, on reste là-bas, les Nations Unies vont nous aider, les Nations Unies vont venir, mais elles feront tout. Elles feront tout pour que le problème ne soit pas vite résolu. Regardez combien de missions nous en avons pour pas dans les pays africains. Qu'est-ce qu'ils ont déjà, elles ont déjà pu résoudre comme problème? Soit on les tue, soit on tue les gens, soit l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Le problème n'est jamais résolu parce que autant ces missions résident ou durent dans ces pays, autant les ressources sont suffisamment bien payées. Donc c'est pour cela que je demande aux Africains, ne rêvassons pas. Sachant que les Occidentaux ne sont pas là pour nous aider. Ils sont venus faire, ils viennent faire du commerce, un point, un trait. C'est pour leurs intérêts. Alors oui, Achraf, vous ajoutez un mot, puisque je vais dire tout simplement. Je vais tout simplement dire que les casques bleus ont quand même un rôle majeur à jouer dans la stabilité de nos pays. Ce que moi je dénonce, c'est les carences institutionnelles, parce qu'il y a un problème de coordination des activités des missions onusiennes. Aujourd'hui, quand on prend le cas de la Centrafrique, le pays traverse des crises multiples. Vous voyez, même aujourd'hui, il y a une crise même politique majeure qui s'annonce avec la révision constitutionnelle. Parce que sans le nom de la Cour constitutionnelle, moi qui crois au principe d'intangibilité même du verrou. Du nombre de mandats, mais finalement aujourd'hui on a décidé de réviser la Constitution. Donc c'est une crise politique majeure. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a quand même une situation de crise humanitaire. Aujourd'hui en Centrafrique, c'est-à-dire avec les casques bleus aujourd'hui qui sont en difficulté, on ne peut plus porter assistance aux populations vulnérables. En droit international, vous avez le protocole additionnel de 1977 et la Convention de Genève qui prévoit les dispositions d'assistance aux populations vulnérables. Mais aujourd'hui, toutes ces dispositions-là ne peuvent plus être respectées parce que vous avez des missions onusiennes qui ne peuvent plus protéger la population civile. Donc c'est une situation de crise vraiment avancée. Tout ce qu'on peut demander, moi je le dis, c'est de revoir l'agenda des missions des Nations Unies. Je crois que mon aîné l'a dit, c'est une force d'interposition. Il faut qu'on redonne beaucoup plus de prérogatives aux forces onusiennes de prendre parti. Parce qu'on ne peut prendre parti pour la force républicaine et combattre les assaillants, même si parmi ces assaillants-là, ce sont les nations. Certes, ce sont des nationaux, mais voilà, ils ont quand même un agenda quand même obscur. Et s'il faut protéger l'intégrité du territoire, les Nations Unies doivent porter assistance à l'armée nationale pour combattre ces forces-là. Allez, on va marquer la petite pause. On revient pour la suite avec vous. Firmin, coach Esson, Akleson, et puis Achraf.